Merci d'être venus si nombreux pour accueillir Marine, qui a traversé 60 fois, je crois, la France depuis les 2 derniers mois. Donc, vous imaginez le travail colossal pour porter la bonne parole, Marine, et pour qu'un jour tu sois la parole de la France. Voilà. On a le droit aujourd'hui à un comité d'accueil, les Antifa, qui ont agressé plusieurs fois nos militants. Je peux vous assurer qu'ils peuvent y aller. À chaque fois qu'ils nous taperont dessus, à chaque fois on montera dans les sondages. Par contre, il y a une chose qui est scandaleuse. C'est que le ministre de l'Intérieur n'est pas encore dissous. Ces groupuscules qui vivent grâce à l'argent public. Parce qu'ici, ils sont hébergés gratuitement par la mairie de Lille. Ils s'en vont barbouiller les monuments de la ville, ils s'en vont agresser les gens à longueur de campagne électorale, dans la totale impunité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi servent ces gens-là? À empêcher les militants du Front National de pouvoir faire campagne, de les menacer dans leur chair, Non, non. Il y a une chose que ton père m'a appris, Marine. Et ça, c'est une leçon pour toute la vie. Quand on met un jour un genou à terre, on le met toute sa vie. Et au Front National, on ne se mettra jamais à genoux. Alors, Pierre Mauroy a dit un jour, qui tient le Nord tient la France. Et il y a une petite quinzaine d'années, ça a été le plan de Madame Aubry. Elle a quitté les salons parisiens avec la ferme intention un jour de devenir Premier ministre, peut-être aussi président de la République. Et puis elle a acheté son dévolu, en écoutant Pierre Mauroy, sur l'île. Elle est venue s'installer, elle a viré tout le monde. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont disparu de manière très obscure, des gens qui se sont suicidés à la veille de procès. Enfin bref, il y a eu tout un nettoyage dans le milieu, dans le milieu immobilier à Lille entre 2000 et 2001 qui est assez curieux. Madame Aubry s'est installée ici. Elle s'est installée au cœur de la région la plus riche du monde. Les gens ne le savent pas. Vous êtes ici au cœur de la région la plus riche du monde. Vous êtes à 200 km de 4 capitales. L'île repose sur un tas d'or qui est à peu près estimé à 400 milliards d'euros sur les alentours. Et si je l'étends jusqu'à Amsterdam, vous êtes assis ici sur 2000 milliards d'euros. Et Madame Aubry a trouvé le tour de force en étant au cœur de ce système de communication, au cœur de ce système d'industrie qui remonte à près de 1000 ans. Il faut se souvenir qu'ici, et il y a des gens du Nord, il faut se souvenir ici qu'il y a encore 50 ans, 60 ans, Lille, Roubaix-Tourcoing, il y a un problème là. Il y a 60 ans, Lille, Roubaix-Tourcoing, c'était Shanghai. C'était Shanghai. On construisait des maisons, des usines, des maisons de maître absolument extraordinaires, des boulevards gigantesques. L'argent tombait ici comme en cascade. On sortait d'une usine par paquet de 1000. Tu te souviens, Eliane? Voilà. Par paquet de 1000, les gens sortaient des usines. Il y avait un pouvoir d'achat, il y avait une dignité, une reconnaissance du Nord-Pas-de-Calais de manière extraordinaire. Et en 60 ans, les socialistes ont réussi à ruiner ce pays. D'une manière incroyable. Le taux de chômage à Lille est de 20%. Alors que le taux de chômage moyen en France est de à peu près 11. Vous imaginez un chef d'entreprise qui aurait un résultat aussi lamentable dans une situation aussi extraordinaire. Il y a longtemps que son conseil d'administration l'aurait foutu dehors. Et bien les socialistes, ça fait 60 ans qu'ils gouvernent cette métropole, qu'ils la gouvernent parce qu'en face, il n'y a jamais eu personne. Et le sens de ma candidature, la candidature de tous mes collègues ici qui sont dans la métropole lilloise, c'est justement d'être
demain ceux qui renverseront le pouvoir socialiste qui s'est installé depuis 60 ans dans cette métropole d'1,5 million d'habitants. Ce n'est pas le pouvoir socialiste n'est pas une malédiction envoyée par je ne sais quel dieu. C'est tout simplement la conséquence de la trahison de l'UMP depuis 35 ans. Depuis 35 ans, l'UMP se débrouille pour perdre toutes les élections municipales tous les 6 ans et laisser en place le système socialiste ici. Pourquoi ? Parce que tous les maires des alentours de droite ont depuis longtemps, grâce à la communauté urbaine, dealé. On s'assoit autour de la table, on distribue les jetons de présence, on se partage les marchés. Regardez ce qu'a été le grand stade. Le grand stade, à une semaine du dépôt définitif du projet, c'était le projet Bouygues qui avait apparemment remporté la partie, puisque les journaux le publiaient déjà. Un projet autour de 200 millions d'euros. Et en une semaine, je ne sais pas où ça s'est passé. Est-ce que ça s'est passé au Carlton? Est-ce que ça s'est passé ailleurs? Oui, parce que c'est Eiffage qui a remporté la mise. C'est Eiffage qui a remporté la mise en une semaine, en achetant, entre guillemets, la majorité de la communauté urbaine de Lille. En une semaine, le projet est passé de 200 millions à 350 millions. À 300, on a rajouté 150 millions et on a trouvé une majorité d'élus pour voter un projet pareil, auquel on a rajouté 350 millions pour construire des parkings qui sont vides 95% du temps d'une semaine. À quoi a bien pu servir ce stade ? Si ce n'est à probablement enrichir les caisses noires qui se trouvent au fin fond de paradis fiscaux, parce que construire des parkings qui sont vides, c'était inutile. Moi, j'ai un projet, tout simple. La ville est engorgée, paraît-il. Il suffisait de construire ces parkings à côté de l'Équin, et puis de permettre aux véhicules qui viennent d'Hénin-Beaumont et qui sont bloqués pendant 1 heure avant d'arriver à Lille, de permettre par une desserte de s'installer dans les parkings à côté de l'Équin et de rallonger le métro de 2 km des 4 cantons jusqu'à l'Équin. On aurait fait l'économie de la crise de la semaine dernière où on a dû interdire à Paris le déplacement des véhicules pairs pendant 1 jour. À cause. Voilà. 2 km au milieu des champs de patates. Donc, j'ai posé un jour la question au président du conseil régional de notre région, Daniel Percheron. J'attends toujours la réponse. Pourquoi vous n'avez pas construit cette ligne de métro qui va jusqu'à l'Équin? Pas de réponse. Alors vous dépensez 800 millions d'euros, vous gâchez toutes les potentialités financières de cette immense métropole pour faire un truc vide. Il faut changer de métier, les socialistes. Je le répète à nouveau, vous êtes Marine, ce sont de véritables gestionnaires, eux savent. Nous, quand on parle d'économie, taisez-vous les gens du Front National, vous savez rien. Claquer 800 millions d'euros pour avoir un truc vide, vous appelez ça comment? En plus, il n'y a même pas de chauffage. Bon. Il n'y a même pas de chauffage. En hiver, il faut savoir, Marine, qu'on avait organisé un des plus grands concerts ici dans la métropole lilloise. Tout le monde s'en souvient, inviter les Dépêche Mode. Ça nous rajeunit pas, mais j'aurais presque été. Ben, il n'y a pas eu lieu, pas de chauffage. Pas de chauffage. Résultat, il n'y a plus aucun concert qui sera organisé en dehors des 2 mois d'été. C'est-à-dire que ce truc, mais c'est un exemple, je vous situe, ce grand stade a été un gouffre financier qui va se traduire par une dette éternelle, parce qu'on en a pour 40 ou 50 ans. Et quand on aura fini de payer ce stade, il ne nous appartiendra même pas. Voilà quelle a été la gestion. Je peux vous parler de l'insécurité maintenant. L'insécurité, à Lille, il n'y a pas. Il y a 95 policiers municipaux.
pour une ville de 227 000 habitants. Et si vous y ajoutez l'Homme et LM, vous arrivez à 275 000 habitants. Il y a 95 policiers municipaux. Alors on est en sous-effectif de la police nationale, mais effectivement c'est normal. Monsieur Sarkozy, depuis un certain nombre d'années, quand il était au pouvoir, lui avait décidé de supprimer les policiers, de supprimer les budgets de la justice, et donc effectivement il y a peu de policiers. Mais est-ce que c'est pas le rôle du maire de cette ville d'assurer la première de nos libertés, c'est-à-dire la sécurité? Et quand l'État n'est pas là, est-ce que c'est pas son devoir à elle de dire voilà, ben on va mettre ces policiers municipaux? On les met pas. On les met pas et on les mettra jamais. Alors j'ai cru longtemps que c'était par simple idéologie, par bêtise humaine, par entêtement. Non, non. Et j'ai fini par découvrir un peu par hasard. J'ai eu un jour la visite d'un homme qui rentrait en larmes dans mon bureau. C'était en fin de journée. Et puis, j'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je viens d'assister au tabassage de mon collègue dans le métro. Ben, j'ai dit, ah bon? C'était une fille, apparemment. Et j'ai dit, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, je travaille dans le métro. Je suis médiateur social. Ah bon? J'ai dit, ça consiste en quoi, votre métier? Ben, on fait de la médiation. Alors, j'ai essayé de comprendre, poser des questions. Alors, le médiateur, c'est celui qui essaie de réconcilier l'agresseur avec l'agressé, le voleur avec le volé. Enfin bref, un truc insensé. Voilà, c'est... Il y a 700 médiateurs dans les couloirs de métro à Lille. 700, imaginez, il y a 95 policiers municipaux, mais il y a 700 médiateurs dans les couloirs du métro. Il y a 4500 caméras dans les couloirs de métro. Vous imaginez un peu? Il n'y en a pas une à Lille. Dans Lille, en surface, il n'y en a pas une. Et d'ailleurs, il y a plusieurs statues à Lille qui ont été repeintes en rose, là, parce que c'est la mode aujourd'hui, on repeint comme ça dans la nuit, on repeint les monuments en rose de Lille. S'il y avait une caméra, on l'aurait déjà repéré tout de suite et on l'aurait attrapé. Mais non, à peu près tous les 2 ou 3 soirs, il repeint tous les monuments tranquillement. Personne ne l'arrêtera, je pense qu'il va faire ça jusqu'à l'année prochaine. Je reviens à mes médiateurs, 700 médiateurs. Vous savez ce que j'ai appris? J'ai dit, mais comment s'appelle cette société? Ben, cette société s'appelle Mediapol. Ah bon? Et oui, d'accord, c'est très bien. Et il y en a une autre, elle s'appelle Citeo. Et puis, grâce au dieu Internet, hop, on s'en va, puis on va savoir. Vous savez qui est le patron de ça? Le premier adjoint de la mairie de Lille. Si. Voilà, c'est le patron. Il a 4500 employés spécialisés dans la médiation sociale, c'est-à-dire du boulot qui sert à rien. Mais, enfin, qui sert à rien. J'exagère, mais en tout cas, en l'occurrence, dans le métro, je vois pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, voilà. On a mis en place, c'est la tartufferie arrivée à son excellence. C'est invraisemblable. Le tiroir caisse s'est mis en route. On fait 50 millions de chiffre d'affaires par an grâce à ça. Et madame, 10 millions. Donc à deux, on se partage 60 millions sur le compte de votre sécurité et en exploitant des gens de manière absolument invraisemblable. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas de sécurité. C'est pas parce ils comprennent le monde de travers. Ils l'ont trop bien compris. Ça leur ramène pas d'argent d'avoir des policiers municipaux. Et ce qui m'a le plus scandalisé, c'est quand j'ai vu l'article du maire de Marcq-en-Barœul qui parlait, comment dire, entre les lignes, du problème de la médiation dans le métro. Je me dis, tiens, en voilà un qui a compris. Mais on n'est pas allé au-delà. C'est resté le problème de la médiation, point. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde sait ce que je venais de découvrir. Et tout le monde la ferme. Pourquoi? Parce qu'il y a une omerta ici. Et il y a un partage du gibier qui est organisé au sommet entre l'UMP et le PS depuis 35 ans. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Et cette, comment dirais-je, cette collaboration, elle est interrompue tous les 6 ans.
à travers l'élection municipale, où on organise pendant quelques jours l'opérette. L'opérette, la façade, on a cette fois-ci Monsieur Le Cerf, dont on l'a sorti du Sénat, il était en train de dormir à côté du radiateur. Sa passion, Monsieur Le Cerf. La passion de Monsieur Le Cerf est un professeur de droit, c'est un humaniste. C'est un humaniste dont la principale préoccupation est la prison. Et il a fait une immense découverte dans sa vie, c'est que la prison n'était pas une solution. Et par conséquent, il a ouvert les portes de prison. Il a fait partie de tous ces, je ne sais pas comment les appeler, de ces gens inconsistants ou inconscients, qui ont libéré des milliers et des milliers de personnes qui avaient été condamnées et qui sont aujourd'hui dans les rues, dans les halls d'immeubles et qui agressent les gens, comme ce jeune étudiant qui a été assassiné il y a quelque temps. Et il y a 2 jours, j'ai écouté justement son père qui disait, voilà, mon fils est rentré dans un hall d'immeuble, il s'est fait agresser par 3 jeunes, multirécidivistes, ils l'ont poignardé pour récupérer le téléphone. Et puis ils sont partis. Leur place était en prison, Monsieur Le Cerf. S'ils avaient été en prison, Monsieur Le Cerf, le jeune homme ne serait pas mort. Monsieur Le Cerf, vous avez été maire de Marc-en-Barœul avant de devenir sénateur. Mademoiselle Mougel, qui faisait du sport à 5 heures du matin et qui a été assassinée de manière absolument horrible dans votre ville. En voilà une multirécidiviste qui avait trouvé toutes les compassions auprès de gens comme vous et qui ont laissé cette bête fauve libérer et assassiner cette personne. Alors évidemment, elle est décédée. Mais Monsieur Le Cerf, votre responsabilité, c'est pas de faire des paris aussi absurdes sur l'avenir, c'est de protéger les gens qui vivent ici. Les mères de famille, les pères de famille, les enfants, eux, ils ont le droit, parce qu'ils sont justement pas des bêtes fauves, d'être protégés par l'État. L'État n'est plus là. C'est pour ça que Marine dit, on a besoin d'État. On ne peut pas vivre sans État. L'État, c'est ce qui nous permet justement de vivre ensemble. C'est tellement important, je ne veux pas mettre de l'État partout, mais là, la sécurité, c'est la moindre des choses. Je vais vous donner un autre exemple d'insécurité. Ici, à l'île Sud, vous avez, à l'île Sud, tout le monde sait très bien ce qui s'y passe, mais même les pauvres qui vivent dans ces quartiers en souffrent. Ils sont obligés de partir de ces quartiers pour essayer de trouver une sortie à cet univers clos. Vous avez à l'île Sud ce dont rêve le président de la République. Il veut faire de la France un pays qui retrouve sa compétitivité. Donc il faut baisser les charges sociales, il faut baisser les charges salariales et patronales. Et bien vous l'avez à l'île Sud. Vous l'avez à l'île Sud, hein. Vous pouvez payer quasiment rien comme impôt à l'île Sud si vous implantez votre entreprise là-bas. Et il y a 40 ou 50% de taux de chômage. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas de sécurité. La sécurité est essentielle, parce que la sécurité est la condition sine qua non de tout le reste. J'abuse du temps, je m'en rends compte, c'est Marine qui doit parler. Mais je pense que Marine dira beaucoup mieux que tout ce que je viens de vous dire. Beaucoup mieux. Et je voudrais vous rappeler, les amis, ce que m'a enseigné son père. La dignité et la liberté ne s'achètent pas. Et c'est parce qu'on va se battre contre eux tous les jours et chaque jour qu'on va finir par se débarrasser de tous ces gens-là. Et enfin mettre de la liberté, enfin mettre de la prospérité dans notre pays. Je vous remercie. Marine, t'attends. Merci mes amis, merci. Merci à tous. Merci mes chers compatriotes de votre présence dans cette dernière ligne droite de l'élection municipale. Depuis plusieurs semaines, vous le savez, je parcours les villes de France. Alors partout, j'ai cherché, j'ai fureté, j'ai fouiné, je me suis même promené avec une lanterne
Mais j'ai cherché en vain, nulle part je n'ai pu contempler le point et la rose. Nulle part je n'ai même pu lire ces deux lettres P et S, ou alors en si petits caractères que j'ai dû prendre une loupe pour arriver à les distinguer. Nulle part ne sont affichés fièrement le point et la rose avec les deux lettres fatidiques. Les socialistes, manifestement, ont honte d'eux-mêmes. Tellement ils se savent impopulaires, probablement. D'ailleurs, interrogez les candidats socialistes, demandez-leur, vous connaissez François Hollande? Pardon, François qui? Disparu. Vous savez, quand on était jeune, il y avait une émission qui s'appelait L'inconnu de 19h45. Voilà. Moins de 2 ans quand même après son élection, les candidats socialistes voudraient déjà oublier qu'ils ont fait campagne pour François Hollande. Ils voudraient que les Français oublient d'ailleurs toutes les promesses qui ont été faites et qui bien entendu n'ont pas été tenues. Alors, tous ces candidats socialistes avec leurs supplétifs, vous savez, les Verts, les communistes, le MoDem, enfin bon, le MoDem on ne sait plus trop où il est, ça dépend dans quelle ville on est. Ce sont les mercenaires, donc celui qui paye le plus, eh bien, réussit à obtenir le soutien du MoDem. Bon, donc Martine, elle, qui a les moyens, a pu se payer le MoDem. Bon. Alors ils nous disent, oh là là, c'est une élection locale, etc. On ne parle que des problèmes locaux, on parlera des problèmes nationaux une autre fois. Alors évidemment, les élections municipales sont des élections locales. Bien sûr, les problèmes locaux, les problèmes de la vie quotidienne doivent être traités et personne ne le nie. Bien au contraire, les candidats du Front National et du Rassemblement Bleu Marine font des propositions concrètes, réalistes, répondant aux besoins de la population dans le cadre des lois, évidemment, qui définissent les pouvoirs des municipalités. Mais les maires ne sont pas que des élus locaux, permettez-moi. Ils sont aussi les porteurs des idées de leur parti. Les maires socialistes sont aussi les porteurs de l'idéologie socialiste. Et moi, j'aimerais profiter d'être ici ce soir tout de même pour le rappeler à chacun. Les maires socialistes sont des petits Hollande, des duplications locales de François Hollande. En bons socialistes, d'ailleurs, ils augmentent les impôts locaux et se lancent dans des projets aussi inutiles que dispendieux. En bons socialistes, ils subventionnent le communautarisme et la fragmentation du peuple français. En bons socialistes, ils bafouent la laïcité à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, en s'inclinant devant les exigences intégristes dans les cantines scolaires ou pour les horaires de piscine. Vous savez, je pourrais continuer longtemps cette sombre litanie, mais vous la connaissez trop bien. Nous la déplorons tous et nous sommes décidés à la combattre. Les maires socialistes ont aussi un autre rôle, et un rôle difficile, il faut le reconnaître. Ils doivent être des enchanteurs. Les maires socialistes doivent convaincre en chantant. Tout va très bien, Madame la Marquise. Spécialistes du pipeau. Alors ils le disent d'ailleurs et ils le répètent, dans leur ville, tout va très bien. Il n'y a aucun problème quand on les écoute. L'insécurité, oui, un sentiment cultivé par des forces obscures. Le chômage, mais des emplois aidés comme solution miracle. Et puis, n'oubliez pas, la courbe va s'inverser, surtout si on la regarde comme ça. L'immigration est toujours une richesse pour la France. L'identité, écoutez, elle se dissout certes, mais la mondialisation est heureuse. L'école, le niveau monte. Tout le monde d'ailleurs le remarque. D'ailleurs, regardez, il y a 80% de bacheliers. C'est donc que le niveau de l'école monte, nous disent-ils. Circulez, donc il n'y a rien à voir. Circulez, braves gens, ils sont là et d'ailleurs, ils comptent bien y rester. Bon, les Français sont de moins en moins dupes, évidemment, de ce déni de réalité. Il est quand même trop flagrant, il dure depuis bien trop longtemps. Alors, les maires socialistes ont un dernier espoir, la boue des affaires, surnager par la boue. Pour la conserver, les maires socialistes sont prêts à ramasser leur mairie dans le caniveau.
toute cette boue déversée chaque jour à plein tombereau depuis une quinzaine, a un triple but. Premièrement, éviter que les Français demandent des comptes au cours de cette campagne. D'ailleurs, ils sont passés complètement inaperçus, les Français. On ne parle plus d'eux, on ne parle plus de leurs problèmes, on ne parle plus que de trucs auxquels plus personne ne comprend rien. Un tel a menti du truc qu'il avait dit qu'à telle date, il savait, mais en fait, il ne savait pas qu'il a dit et que tout le monde le sait parce qu'il y a eu les écoutes. On n'a rien compris à rien. On a compris un seul truc. C'est que comme d'habitude, ils ont tous été attrapés avec les mains dans le pot de confiture et c'est à celui qui essaiera de se nettoyer les mains le plus vite possible pour que ça ne se voit pas. Voilà. Le deuxième objectif, c'est de dégoûter les Français de la politique et le troisième objectif, c'est de maintenir les sortants. Alors tant pis si l'arroseur est parfois arrosé, s'il se déverse de la boue sur lui-même, tant pis si certains ministres se prennent les pieds dans le tapis en mentant effrontément, car l'important est de cacher les monceaux de poussière qu'ils ont mis précisément sous le tapis. Tant pis, encore une fois, si personne n'y comprend plus rien. Tant dans ces affaires à tiroir, il y a des affaires dans les affaires et des affaires qui croisent d'autres affaires. Bon, alors, qui peut croire que seul un heureux hasard, quand même, il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, a permis à toute cette boue d'émerger justement à quelques jours de ces élections municipales? Mais quelles que soient les intentions perverses des socialistes, cette boue révèle la vraie nature de l'UMP que nous connaissions et de ses dirigeants. On sait qu'ils sont dans une guerre des chefs sans merci et que probablement les fameuses révélations en question ont été juste sorties dans tel ou tel journal par le copain, celui qui est assis à la droite au bureau politique de l'UMP et qui s'est dit qu'il était peut-être le moment de balancer la peau de banane avant qu'arrivent les élections municipales. Vous savez, 2017, c'est quand même que dans 3 ans. Hein. Alors, il faut se dépêcher d'essayer d'assassiner son petit camarade de jeu. Alors voilà que pendant 10 ans, la France a été gouvernée par les méthodes qui nous sont aujourd'hui révélées. Pendant 10 ans, la France a donc subi ces procédés qui sont à l'opposé, bien entendu, de la République et de la démocratie, en tout cas tels que nous les concevons. Et ces gens-là de l'UMP osent encore, ce qui, moi, m'apparaît toujours extraordinaire, nous donner des leçons de morale. Oui, politiquement et moralement, Parti socialiste et UMP, mes chers amis, ont failli et gravement failli. Il ne leur reste plus qu'à se dissimuler derrière leur propre turpitude pour essayer encore une fois de nous tromper. Nous vous l'avions dit pendant la présidentielle. Les Français, de la même manière qu'ils avaient été trahis par Nicolas Sarkozy, n'avaient rien à attendre de François Hollande. Alors on est à un moment charnière. Je crois que 2014, c'est un moment charnière, parce que tout ça, c'est encore frais dans notre esprit et dans l'esprit des Français. Pendant 10 années, on a eu du Sarkozy, quand même, souvenez-vous, 5 ans ministre de l'Intérieur, 5 ans président de la République. Bon, allez, souvenons-nous seulement des 2 dernières années de l'UMP et analysons les 2 premières années du PS. 4 ans, on a encore la mémoire des 4 dernières années. Et je crois que là, les Français, ils ont pu faire justement la comparaison. Et se rendre compte qu'il n'y avait juste rien à comparer, parce que c'était exactement la même chose. Bon. C'est peut-être ça qui va permettre un accès de lucidité pendant ces élections municipales et pendant les élections européennes. Et pourtant, François Hollande, combien de fois il nous l'a dit, le changement c'est maintenant, le changement c'est maintenant, le changement c'est maintenant, le changement c'est maintenant, sur tous les tons et parfois même avec les gestes, vous vous souvenez là? Bon. Donc on a eu droit à ce slogan insupportable, parce que déjà il sonnait faux évidemment aux oreilles des Français. Il nous apparaît aujourd'hui comme une véritable bouffonnerie de plus, inventée par les communicants du système, je ne sais pas, Euro, RSCG, c'est celui qui est chargé de ramasser les socialistes quand ils se font attraper par la patrouille. Vous voyez, c'est eux qui se sont occupés de Strauss-Kahn, c'est eux qui se sont occupés de Cahuzac. Bon, ça aurait pu déjà nous mettre quand même la puce à l'oreille de beaucoup de Français. Alors tromper, mentir, enfumer, Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, avait eu en la matière ses grands discours. Vous vous souvenez de Toulon et de Grenoble, et François Hollande aussi, il avait eu le sien. C'était son tristement célèbre discours du Bourget. Ah, souvenez-vous, c'est la fois où il s'était érigé en ennemi de la finance. Torse bombé, bras mou. Bon, ça n'avait pas duré longtemps, le soir même il se couchait devant la même grande finance, évidemment, animé à son égard par une servilité assez semblable, il faut bien le dire, à celle de Nicolas Sarkozy. Alors moi, mes amis, je vous le demande, qu'y a-t-il encore de social dans le Parti socialiste? À part le nom,
Parce qu'en dehors des abus de biens sociaux, là j'entends, je comprends là, dont certains membres de ce parti sont coutumiers, je pose quand même sérieusement la question, qu'est-ce qu'il y a de social dans le Parti socialiste ? Eux qui font en tout point la même politique ultralibérale que l'UMP, qui ont les mêmes maîtres de Berlin à Bruxelles, qui ont les mêmes dogmes de l'euro à l'ouverture totale des frontières, qu'ont-ils encore de social? Évidemment et naturellement, c'est la même austérité qu'ils mettent en œuvre et son cortège d'augmentation d'impôts, de saccage des services publics, les mêmes idées et les mêmes mesures. Dernière en date, et je vous prends à témoin le pacte de responsabilité, écrit s'il vous plaît sous la dictée du MEDEF, que François Hollande, quand même, a fait applaudir à New York. Il a fait applaudir le président du MEDEF en espérant que celui-ci lui rende l'appareil. Mais franchement, il y a toutes les raisons de temps en temps d'avoir honte de ce que sont devenus nos dirigeants. Notre pays ne mérite pas ça. Alors François Hollande s'est retrouvé à avoir pour défenseur sur tous les plateaux télé, devinez qui? Les responsables de l'UMP, lesquels oscillaient entre les applaudissements francs et massifs, pour les plus honnêtes, et les chiches de la part des plus réticents, c'est dire. C'est dire si l'opposition UMP n'en est pas une. On s'en doutait déjà, et si de socialistes le gouvernement n'a que le nom, on les a vus, nous, les responsables de l'UMP, on les voit d'ailleurs régulièrement, Eric, au Conseil régional. Jamais je n'ai vu une telle servilité à l'égard des socialistes, jamais je n'ai vu une telle reptation. C'est même plus de la servilité, c'est de la reptation de la part du groupe UMP à l'égard des socialistes. « Ah, Monsieur le Président, excusez-moi de vous demander pardon. Puis-je avoir l'autorisation d'oser vous poser une question? Vas-y, Rapneau, crache-la, Tavalda. » C'en est, mais je veux vous dire, au quotidien, mais nous sommes régulièrement... mes amis et moi-même, Nathalie, tu es là, je parle sous ton contrôle, mais saisis d'indignation face à la manière dont l'UMP fait preuve de servilité à l'égard de l'exécutif socialiste. Le Parti socialiste, et c'est symbolique, est à ce point l'artisan de ce mondialisme antisocial qu'il a placé d'ailleurs l'un des siens à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, Monsieur Pascal Lamy, peut-être d'ailleurs demain notre futur Premier ministre, et qui n'a rien à redire sur l'austérité imposée aux Grecs. Avez-vous entendu un socialiste dire que ce qui se passait en Grèce était scandaleux? Non. Voilà des gens qui osent encore se dire socialistes, qui osent encore parler de social et qui ne voient rien à redire. Ça se passe très bien en Grèce. Vous vous rendez compte? Ils ont fait 1 million de bénéfices, 1 milliard de bénéfices, c'est ça? Alors on se félicite. Et on ne se scandalise pas. Quand même, 30% de chômage. 60% de chômage des jeunes, un taux de suicide inouï dans un pays tel que les nôtres, 48% d'augmentation de la mortalité infantile, des baisses de salaire pour tout le monde, des baisses de pension des vieux qui n'arrivent plus à vivre. Et ça, c'est cautionné par les socialistes. Ils n'ont rien à redire contre la politique qui est menée dans ce pays, comme elle est menée au Portugal, comme elle est menée en Espagne et comme elle sera demain menée en France. Mais comment osent-ils encore dire qu'ils font du social? Mais comment quelqu'un peut encore croire en ce mouvement politique alors même qu'il laisse le peuple grec être mis en esclavage? Repartir au Moyen-Âge sans lever le petit doigt et en cautionnant cette politique. Alors, oui, mes amis, nous le disons aujourd'hui très solennellement, très clairement,
le PS n'a plus rien de social. Il s'est aligné totalement sur une politique ultralibérale qui est en train de laisser derrière elle un véritable saccage social, mais on aurait dû le savoir, s'y attendre. Il suffisait de regarder effectivement les résultats dans les régions dont ils ont eu la responsabilité, dans les villes dont ils ont eu la responsabilité, dans les territoires où ils avaient tous les pouvoirs, tous, sans exception. Le même matraquage fiscal que sous Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, la une du Monde, 84 taxes. 84 taxes. La dernière année du mandat de Nicolas Sarkozy, la première année du mandat de François Hollande. Les deux à égalité. 30 milliards chacun d'augmentation des prélèvements. 30 milliards chacun. La même folie amoureuse pour ce qui nous tue maintenant à petit feu depuis 10 ans, l'euro, le veau d'or, devant lequel ils sont en admiration quotidienne et pour lequel ils sont prêts à nous mettre à genoux pour que l'euro persiste, soit sauvé au plus grand bénéfice des banquiers et de la finance internationale. Ça, ils ne peuvent pas s'en passer de cette monnaie. Elle nous a coûté quand même déjà au bas mot 70 milliards d'euros. Non, parce que on est toujours en train de dire combien ça va coûter de sortir de l'euro, mais combien ça coûte d'y rester. Ça, on n'en parle jamais. Eh bien, ça a déjà coûté 70 milliards d'euros en plan de renflouement, et bien davantage encore, il faut en avoir conscience, en contre-performance économique, en explosion du chômage, et donc en perte fiscale, en délocalisation des entreprises, en augmentation du chômage. Il y en a un certain nombre de salariés là qui pourraient vous parler de ce que ça fait de voir son usine fermée pour aller rouvrir dans les pays de l'Est ou en Chine ou je ne sais quel encore, dans quel autre pays ils vont réussir à trouver ceux qui vont travailler encore moins cher que ceux qui déjà travaillaient encore moins cher. Mais rien n'y fait. Ils sont des drogués accros à une substance nocive. Et malgré tout, les prescriptions des médecins que sont d'ailleurs les nombreux prix Nobel d'économie, de Krugman à Pissaride, ils refusent de se sevrer et ils continuent tête baissée à s'enfoncer, à nous enfoncer dans un système vicieux. Mais quelle pitié, quel désastre, mes amis. Tout ce temps écoulé par tranche de 5 ans, tout ce temps perdu pour une alternance qui en fait n'a jamais existé. De l'UMP au Parti socialiste, nous sommes dans la continuité absolue. Et si on en doutait encore, il suffisait d'écouter M. Hérault il y a quelques minutes, qui est venu dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait un maire Front National dans toute la France et qu'il ferait tout pour qu'il n'y ait pas un maire Front National, tout jusqu'à aller demander à ses pauvres électeurs d'aller voter pour Jean-François Copé. Voilà! Eh bien, l'aveu est fait! Merci, Monsieur le Premier ministre! Merci pour cette piqûre de rappel. Car si certains avaient oublié la réalité de ce qu'est l'UMPS, le Premier ministre vient de leur rappeler, à 3 jours du premier tour, nous ne pouvons évidemment que l'en féliciter. Ce ne sont pas les écrans de fumée agités par Arnaud Montebourg qui sauveront l'industrie française, et vous le savez, pas plus que les gesticulations de Nicolas Sarkozy n'ont permis de redresser la France, de résorber le chômage ou de réduire les déficits et la dette. C'est toujours la même loi de la jungle, c'est toujours la même la directive détachement des travailleurs qui oblige nos salariés à laisser leur place à des travailleurs qui sont payés ou qui coûtent à l'entreprise 30 à 50% moins cher. C'est le terminal méthanier de Dunkerque où, à la demande du Front National, nous avons réussi à obtenir les chiffres, mes chers amis, 40% de travailleurs français. 40% sur le 2e chantier de France.
Ah, ils peuvent toujours venir avec leur boîte de Kleenex, hein, en bandoulière, pour pleurer des larmes de crocodile sur le chômage, comme ils le font tous les jours, dans tous les journaux, sur tous les plateaux, sur toutes les radios. Mais il faudra bien, encore une fois, qu'un jour le peuple français prenne la décision de juger ses dirigeants, de leur faire assumer les conséquences de leurs actes, et qu'ils le fassent dans les urnes. Ça tombe bien, il y a 2 échéances électorales là qui nous donnent la possibilité de le faire, les élections municipales et les élections européennes. Ils ont fait en toutes circonstances la même politique, même l'arrivée des LGBT dans les écoles. Ça date même pas des socialistes, honnêtement. C'était déjà le cas sous l'UMP, c'est Xavier Darcos qui l'a initié. Ah, ça on l'a moins dit. Mais nous, nous le savons, alors nous le disons. Les socialistes ne font jamais en réalité que poursuivre une œuvre de destruction entamée de longue date. Autre exemple, le droit de vote des étrangers. Nicolas Sarkozy en rêvait, le PS s'apprête à le faire, mes chers amis. Voilà, ça fait sûrement partie des mauvaises nouvelles qui vont nous tomber dessus juste après l'élection. Ah oui, c'est sûr, il ne faut pas annoncer avant l'élection, ni l'augmentation de la CSG, ni le droit de vote des étrangers, parce que ça risquerait de pousser les Français à aller sanctionner dans les urnes. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Donc on prend toutes les mauvaises nouvelles, hein, et on les reporte de quelques semaines. Donc mettez votre ciré, car après les élections, à mon avis, ça va tomber de rue. Les salles de... Autre exemple, ai-je besoin de les multiplier? Les salles de shoot. Les salles de shoot, c'est la lubie des Verts, vous savez, réclamée avec insistance par les maires mammouths de l'UMP. Gaudin à Marseille, Juppé à Bordeaux en tête, hein, ils étaient pour les salles de shoot. Chacun réclame le droit d'avoir sa salle de shoot. Les riverains, leurs plaintes, les plaintes des administrés, ils n'en ont absolument que faire. Et ce n'est de toute façon pas au pied de leur immeuble à eux que va s'installer la salle de shoot, bien sûr, hein, parce que c'est toujours comme ça. Hein, ils prennent des grandes décisions, mais ce sont les habitants, ce sont les contribuables qui sont censés, évidemment, en payer les conséquences. Mais encore une fois, là aussi, belle continuité entre l'UMP et le PS. L'immigration. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy avait fait des grands discours, oui, l'immigration, ça suffit, etc. Bon, très bien, il est élu en grande partie grâce à ces grands discours. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 200 000 entrées légales par an. 200 000 entrées légales par an. Quant à Valls, il est arrivé, il a dit, moi, je vais faire la même chose que Sarkozy. Les mêmes chiffres, 200 000 entrées légales par an, probablement autant d'ailleurs de clandestins, puisqu'on ne se donne pas les moyens de les compter. Il ne faudrait pas quand même que le peuple français s'aperçoive de ce qui se passe dans son pays. Ce serait regrettable pour ceux qui ont été aux responsabilités et qui risqueraient de se voir demander des comptes sur cette situation. L'autre dogme commun, c'est Schengen. Vous savez, l'ouverture totale des frontières, pas touche. La libre circulation des personnes, c'est sacré. Ils nous l'ont rappelé là, lorsque les Suisses, qui ont quand même 2 onces de bon sens, se sont dit qu'après 12 ans d'expérience Schengen, ça leur disait plus rien en fait. Ils trouvaient que les frontières c'était très très utile et qu'il était absolument urgent de les remettre en place. Oh, ça a tempêté, hein. L'Union européenne les a menacés, ils ont fait du chantage, etc. Ça les a pas fait mollir parce qu'ils sont assez sereins, hein, assez placides, les Suisses. Ben là c'est pareil. Ouvrons grand les frontières, les réseaux criminels qui passent, et puis l'installation des Roms en masse, qui vont évidemment se multiplier parce qu'ils sont attirés par une protection sociale extrêmement importante et puis par l'espérance d'une mise à disposition de logements. Ils sont devenus quasiment prioritaires. Sur les habitants de nos villes, sur les Français, ils sont devenus prioritaires. Eux, il faut les loger d'urgence. Et c'est même pire que ça, mes chers amis. Car non seulement si on ne les loge pas d'urgence, eh bien on se fait condamner à leur verser 70 € par jour et par requérant, mais de surcroît la Cour de justice vient de décider que ce n'était pas suffisant et que s'il n'y avait pas de logement d'urgence, de logements sociaux à leur mettre à disposition, alors il fallait les indemniser à une hauteur qui leur permette d'être logés dans le privé. C'est-il pas beau ça, hein? Elle n'est pas généreuse la France? Voilà. Et moi hier, très loin d'ici, hein, à Nice, j'avais une jeune femme qui me tombait dans les bras en pleurant, en me disant « Madame Le Pen, je suis avec 2 enfants en bas âge et je suis à la rue.
parce que personne ne m'a trouvé de logement social. Alors vous voyez, de temps en temps, c'est bon pour nous aussi, cette piqûre de rappel, hein, pour se souvenir pourquoi on se bat, et pour réactiver cette indignation qui est notre moteur, parce que nous sommes indignés par cette situation. Mais nous ne sommes pas dans l'indignation des paroles. Nous sommes dans les actes, nous, et nous allons au bout de notre combat. Nous présentons des candidats, nous allons aux élections, nous constituons des listes, nous distribuons des tracts, nous faisons éclater la vérité. Partout où nous en avons la possibilité, nous mettons les responsables politiques face précisément à leurs responsabilités et nous essayons de convaincre le peuple français qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça, car mes chers amis, si on continue comme ça, on va se perdre. Nous allons nous perdre et nous allons perdre notre pays qui sera ruiné, qui sera dénaturé. Alors, mes chers amis, oui, nous sommes à un moment important de l'histoire de France. Je le crois. Je crois que nous sommes à la croisée des chemins. Parce que la situation aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, presque quasiment, nous n'avons plus les manettes. Aujourd'hui, presque quasiment, ce n'est plus nous qui décidons. Alors, le grand combat, c'est de reprendre la main. Le grand combat, c'est de retrouver les leviers de décision. Et ça, mesdames et messieurs, ça va se faire à toutes les élections. On ne peut plus considérer aujourd'hui qu'il y a une élection plus importante que l'autre. On ne peut pas dire « Ah ben moi je vote Front National à la présidentielle, mais à la municipale, non, je vais peut-être faire autre chose, j'en sais rien, ou m'abstenir. » Ça n'est plus possible de faire cela. Ça va trop vite. C'est trop grave ce qui est en train d'arriver à notre pays. La désindustrialisation, le chômage de masse, la situation de nos personnes âgées qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, les familles attaquées consciencieusement depuis 2 ans, l'insécurité dont on ne connaît même pas les chiffres et qui sont évidemment beaucoup plus importants que ce qu'on nous dit. La preuve en est d'ailleurs, on a appris il y a quelques jours qu'à la préfecture de police de Paris, tous les chiffres étaient bidonnés. Et pourquoi ça se passerait à Paris et ça ne se passerait pas ailleurs? Des plaintes de victimes mises dans des corbeilles. Voilà ce qu'ils ont fait de notre pays, de notre République française. La magouille, la moralisation totale de la vie politique, l'effondrement économique, la disparition de ces acquis sociaux auxquels nous sommes attachés, l'effondrement des services publics, la désertification de nos campagnes. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus pour entraîner la saine réaction du peuple français? Faut-il que nous arrivions au niveau de la Grèce pour réagir? Oh, bien sûr, tout n'est pas terminé, bien entendu, il n'est pas trop tard. Mais la vraie question, c'est, ne doit-on pas avancer plus vite vers la victoire, au risque de gagner, mais de gagner sur un champ de ruines, au risque d'être obligé de reconstruire, mais en ayant autour de nous un champ de gravats laissé par l'UMP et par le PS. Alors oui, je viens vous dire ce soir que notre pire ennemi, c'est le temps qui passe, que la dégradation de notre pays est une spirale qui prend de la vitesse au fur et à mesure que le temps passe. La reconquête, elle est aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Et évidemment, elle passe par ces élections municipales, elle passe par l'arrivée en masse de conseillers municipaux qui vont enfin faire le job. Il faut qu'on mette le pied dans la porte. Ils l'ont verrouillé à double tour pour se protéger, eux, le système, dans leur tour d'ivoire. Mettons le pied dans la porte. Et si on peut y mettre l'épaule en même temps, mettons aussi l'épaule. Et si on peut y mettre la moitié du corps, mettons-y la moitié du corps.
Oui, on va aller les sortir, les socialistes, les uns après les autres. Vous savez, moi, je suis bretonne. Vous connaissez les chapeaux chinois? Oui. Les berniques. C'est pas facile à décrocher d'un rocher, hein. Mais quand on a le coup de main, clac! Croyez-moi que ça va beaucoup plus rapidement. C'est exactement ce qu'on doit faire. On a commencé à le faire à Hénin-Beaumont. Il faut maintenant le faire partout. Chaque village, chaque ville. Il faut qu'on aille sortir les socialistes et les responsables de l'UMP. Et ça passe par l'entrée dans les conseils municipaux. Quand on y sera, mes chers amis, on va faire le même travail partout que ce qui a été fait à Hénin-Beaumont. On va déjà informer la population, car la population française est en situation de sous-information chronique, que ce soit pour la politique nationale ou que ce soit pour la politique municipale. Les mêmes mensonges, les mêmes documents qu'on n'arrive pas à avoir, les mêmes chiffres qui sont maquillés quand c'est pas le chômage, c'est l'immigration, quand c'est pas l'immigration, c'est l'insécurité, quand c'est pas l'insécurité, ce sont les factures des exécutifs. Quand c'est pas ça, c'est ce que vient de révéler Eric, c'est-à-dire les conflits d'intérêts évidents, car ils se servent de leur place, non pas pour aider la population, non pas pour apporter la tranquillité dans nos villes, non pas pour défendre l'intérêt général. Ils sont en place pour s'aider eux-mêmes, pour se faciliter la vie à eux-mêmes. Alors je vais vous dire très clairement les choses. Et vous le savez bien, le seul vote qui sera regardé dimanche soir, le seul, c'est le vote Front National Rassemblement Bleu Marine. C'est le seul qui les intéresse, parce que c'est le seul qui les met en danger. Le PS se moque totalement de savoir si l'UMP fera 2 points de plus ou 2 points de moins qu'en 2008 ou qu'en 2001. L'UMP se moque totalement de savoir si le PS fera 2 points de plus ou 2 points de moins qu'en 2008 ou qu'en 2001. En revanche, ils ne se moquent pas du tout de combien va faire le Front National, parce qu'ils ont détecté qu'il est là le vrai danger pour eux. C'est dans cette force autonome, c'est dans cette force patriote, c'est dans cette force de conviction, une force libre qui ne dépend de personne, qui n'a besoin d'aucun supplétif, qui n'a pas de mercenaires à acheter pour pouvoir arriver à obtenir la confiance de la population et à envoyer valdinguer ce système qui a fait tant de mal à notre pays. « 2014, année zéro du redressement de la France, année zéro. Dans 20 ans, dans 30 ans, on se retournera, on dira, c'est cette année-là qu'a commencé le retour du peuple souverain dans son pays, la France. C'est cette année-là que le début de la reconquête a démarré. C'est à ce moment charnière de l'histoire de France que des millions de Français se sont levés comme d'autres l'ont fait avant eux dans l'histoire de France alors que la France allait si mal et qu'ils ont décidé de redevenir un peuple libre, qu'ils ont décidé de redevenir un peuple fier, de redevenir un peuple souverain et de faire revenir dans notre pays les valeurs traditionnelles qui ont fait de notre nation une nation spécifique dans le monde, une nation particulière. C'est ce patrimoine qu'un jour les Français ont décidé à nouveau de sauver, ce patrimoine politique, ce patrimoine culturel, ce patrimoine civilisationnel, artistique, littéraire, architectural, linguistique. Eh bien moi je veux fixer dans l'histoire de France cette année 2014 comme le retour de la France, ni plus ni moins. Les amis, un peuple
ça n'est pas une addition d'individualité. Ça n'est pas Éric plus Nathalie plus Jean-François, c'est pas ça un peuple. Un peuple, c'est autre chose. Un peuple, c'est comment dire, une histoire qui est partagée. Ce sont des valeurs qui sont partagées. Ce sont des qualités qui sont partagées. Ça veut dire que chacun a absolument un rôle fondamental dans ce qui va se dérouler, non seulement dans 3 jours, mais également les années qui vont suivre. Parce que chacun d'entre vous a en lui-même une partie de ce qui est nécessaire, un morceau de ce qui est nécessaire pour pouvoir sauver notre pays. Chacun de vous a en lui une part de notre histoire commune. Chacun de vous a en lui une part de ce courage, une part de cette fierté, une part de ce génie qui est celui du peuple français. C'est la raison pour laquelle c'est évidemment tous ensemble que nous allons constituer cette force qui va renverser les félons qui nous ont dirigés depuis 30 ans, car il y a de la félonie dans l'abandon dont a fait l'objet le peuple français depuis 30 ou 40 ans. Il y a de la forfaiture dans la manière dont on ne l'a pas écouté et même dont on a trahi sa volonté. Je pense évidemment au référendum de 2005 où le peuple a dit non et où le peuple avait raison et où ceux qui l'ont trahi avaient tort. C'est donc un grand espoir que nous allons tous ensemble, par notre vote, aux municipales et aux européennes, apporter, mes chers amis, non seulement à des millions de nos compatriotes, mais c'est un véritable espoir que nous allons apporter aussi à tous les peuples du monde. Tous les peuples qui, comme nous, aspirent à défendre leur identité, aspirent à défendre leur territoire, aspirent à défendre leur culture, aspirent à défendre leur sécurité et aspirent à défendre leur prospérité. Alors allez le cœur joyeux à ces élections et souvenez-vous bien que les Français attendent après nous, que nous avons donc face à eux, face à l'histoire, face à notre pays, une immense responsabilité. Alors vive l'île, vive la République et vive la France!